Merci de l'invitation. Je suis très impressionné de participer à une assemblée comme celle-ci. Je dirais peut-être même intimidé. Oui, je suis professeur honoraire. J'ai été aussi très longtemps, plus de 25 ans, journaliste. Et ma présentation s'inscrit un peu dans cette expérience de journaliste, mais cette expérience de professeur en éthique et en journalisme d'enquête. Alors oui, je suis aussi l'auteur du livre qui s'appelle Les barbares numériques. C'est ma façon à moi affectueuse de parler des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, auxquels on pourrait ajouter plein d'autres exactement depuis les dernières années. Alors, liberté d'expression en question. Alors, bonne question. Laquelle liberté d'expression? Est-ce qu'on parle de celle de Donald Trump? Est-ce qu'on parle de celle de Mark Zuckerberg? Est-ce qu'on parle de celle de notre ami M. Musk et son fameux réseau X maintenant, autrefois Twitter? Est-ce que c'est cette liberté d'expression de Elon Musk lorsque dans un tweet, il a accusé Justin Trudeau de tenter d'écraser la liberté d'expression? Et c'est un peu comme au-dessus de tout que M. Musk, en tant que propriétaire de ce réseau, se permet cavalièrement d'attaquer des législations qui ont été adoptées à la Chambre des communes par le Parlement canadien. Plus récemment, M. Musk et son réseau ont été accusés de faire de la désinformation. Oh, surprise! Mais quand même, c'est d'un contexte qui est celui de la guerre entre Israël et le Hamas. Alors, l'Union européenne a ouvert même une enquête contre X, ex-Twitter, pour désinformation. Vous avez ici un article à ce sujet de Bruxelles. Il faut, à mon point de vue, saluer justement l'Union européenne qui s'est dotée de mesures législatives et coercitives contre la désinformation. Ici, on n'en est pas encore rendu à ce stade-là. Il y a Thierry Breton, qui est celui qui est responsable de la commission numérique, qui a justement sommé M. Musk d'appliquer fermement les règles fixées par le règlement européen. Évidemment, on est en Europe, on est en France, le DSA, le Digital Service Act. Alors donc, parce qu'il y a trop de contenus trompeurs qui sont sur Twitter. Alors, liberté d'expression en question, c'est la thématique. Il faut toujours se rappeler qu'elle concerne l'ensemble des géants numériques américains. On parle ici de puissance étrangère. Et c'est important de le souligner parce que ça signifie qu'on confie à des entreprises étrangères américaines, d'une part, l'ensemble de nos informations, des data, et d'autre part, c'est à eux qu'on se fie pour déterminer qu'est-ce qui est bien ou mal sur les réseaux, sur ces plateformes. Alors, ce n'est vraiment pas un détail quand on parle de géants numériques américains. Dans mon livre que j'ai publié l'année dernière, j'écrivais que ce droit de vie ou de mort sur la liberté d'expression ne peut pas être la propriété des plus riches superpuissances américaines. Selon quels critères, quelles limites est-il établi? On voit aujourd'hui que Meta a pris d'une certaine manière en otage la population, ses abonnés, ses usagers et ses usagères, parce qu'il a décidé de retirer l'ensemble des contenus qui provenaient des médias d'information sur ces plateformes depuis quelques semaines. En fait, j'ai même entendu M. Zuckerberg parler que c'était pour favoriser la liberté d'expression. Quand même. Il y a aussi Google qui a annoncé qu'il pourrait suspendre des liens vers des contenus journalistiques en décembre. Le 19 décembre étant la date butoir, qui a été fixée par le gouvernement canadien pour respecter ou pas la loi C-18 sur le contenu de l'information en ligne. Il faut savoir à ce sujet-là que, à mon point de vue, l'impact de ne plus avoir accès à l'information de nos médias sur Google est 10 fois plus important que la fin de ce qu'on peut retrouver sur Facebook. Pourquoi? Parce que le moteur de recherche de Google, c'est utilisé à 92% des gens. On parle de superpuissance. Alors, je ne vous demanderai pas de retenir tous les chiffres, mais je vous demande juste votre attention sur la colonne de 2008. Alors, sur la colonne de 2008, par exemple, vous voyez que Google Alphabet a fait un chiffre d'affaires en milliards de dollars de 21 milliards 800 millions. Et en 2022, 282 milliards 800 millions.
Apple, 37 millions en 2008 et en 2022, 394 milliards. Facebook, bon, il était tout nouveau en 2008. Aujourd'hui, on parle de 116 milliards et une légère baisse entre 2021 et 2022. Bon, évidemment, je n'ai pas les chiffres de 2023, l'année n'est pas terminée, mais ça viendra. Amazon, ça c'est mon préféré. Amazon qui au début devait être une façon pour nous de se procurer des livres. Et aujourd'hui, on peut se procurer n'importe quoi. Ils ont en fait eu cette expansion de 19 milliards en 2008 à 514 milliards en 2022. C'est pas rien. Microsoft, bon, plus modeste, 60 milliards en 2008, qui existait déjà depuis un certain nombre d'années, et 198 milliards en 2022. Il ne faut jamais oublier ces chiffres-là. Ils disent beaucoup de choses sur l'influence que ces géants numériques ont sur nos vies et sur les profits qu'ils tirent, justement, de nos échanges, nos demandes d'accès, etc. On va faire un petit retour dans le passé parce que, bon, je vous disais que j'ai à la fois été professeur, mais aussi journaliste. Mais je vais peut-être nous restituer un peu dans le passé. Donc, on va faire un petit retour et puis on va regarder justement, non pas Back to the Future, mais on va regarder un peu qu'est-ce que ça voulait dire cette époque-là. Moi, je suis devenu journaliste en 1984. Alors, c'est vous dire mon âge à peu près, là. Et à l'époque, 84, ce n'est pas l'année de George Orwell, mais c'est quand même l'année où je suis entré à Radio-Canada en 1984, en janvier. Et j'étais très heureux. Mais cette époque, c'est l'époque où, entre le capitalisme et le socialisme, c'était l'époque de la guerre froide. C'était cette époque qui venait nous influencer, nous comme journalistes, de suivre l'actualité internationale notamment, mais de suivre également les interactions qui peuvent exister entre les différents pays à travers le monde. Évidemment, c'était entre ce qu'on appelait autrefois l'URSS et puis les Américains. Donc, ça venait évidemment teinter l'ensemble de nos couvertures. Plus près de nous, c'est l'époque où il y avait beaucoup de conflits syndicaux. Patrons contre syndicats, puis aussi ici au Québec, on était toujours dans l'affrontement entre les syndicats, les patrons, le gouvernement. En 1982, je vous rappelle que c'est la ronde des décrets, des lois spéciales contre les employés du secteur public notamment. Alors, la liberté d'expression, c'est aussi dans ce contexte-là qu'elle s'exprime, mais c'est aussi dans ce contexte-là que, comme journaliste, on doit toujours tenir compte de ce qu'on appelle l'équilibre, de ne pas prendre parti, d'être impartiaux. Et ça, d'autres vont utiliser l'expression d'être objectif, une notion que moi, je considère absolument vide de sens, mais ça, c'est autre chose. C'est aussi de ma génération, et là, si je vois des plus jeunes, qui n'ont pas connu vraiment cette époque-là, mais c'était aussi ce qu'on appelait le camp du oui et le camp du non, c'est-à-dire entre l'option pour la souveraineté du Québec et l'option pour le maintien du Québec à l'intérieur du Canada. Ce que ça signifiait pour les journalistes, c'était que cet équilibre-là devait toujours être recherché nécessairement. On ne pouvait pas être trop favorable à une option parce qu'on se faisait taper sur les doigts par un patron. Et je vous dirais que c'était davantage lorsqu'on était un petit peu trop proche du camp du oui qu'on se faisait taper sur les doigts. Mais ça serait une genèse à faire qui serait peut-être très longue ici. C'est aussi l'époque où le féminisme, comme idéologie, comme idée, comme orientation, comme politique, comme vision aussi des choses, a commencé à se développer et à entrer aussi dans nos salles de rédaction. Et ça, c'est important aussi de le mentionner. Vous direz en passant qu'aujourd'hui, dans les salles de presse, il y a une majorité de femmes, ce qui n'était pas le cas lorsque moi j'ai commencé à Radio-Canada. Les journalistes en Amérique du Nord ont toujours été influencés par ce qu'on a appelé le courant, la vision américaine des choses, c'est-à-dire cette notion d'équilibre. Il faut nécessairement donner la part de l'un et de l'autre, ne jamais prendre parti à l'intérieur de ça. Ça, c'est cette vision-là que nous, on a importée ici au Québec et au Canada. Donc, ça veut dire l'objectivité, ça veut dire l'équilibre nécessairement. Et je vais juste vous dire une chose, c'est que moi, j'enseigne à des journalistes depuis une dizaine d'années. Et j'ai parfois l'impression qu'un bon journaliste, il se considère bon s'il a donné les deux côtés de la médaille. Il a donné le côté de l'un et il a donné le côté de l'autre. Puis là,
j'ai fait mon travail, c'est bien équilibré. Mais je vais revenir sur cette notion-là d'équilibre parce que j'ai une autre notion sur laquelle je veux travailler, moi, de plus en plus, ça s'appelle l'élasticité de cet équilibre-là avec la radicalisation des discours. Ailleurs, comme en France, là-bas, il y avait quelque chose d'un peu différent pour le milieu journalistique, c'était qu'il y avait des journaux qui avaient une certaine orientation politique. Déjà, quand vous parlez du journal L'Humanité, c'est le journal qui était du Parti communiste français. Libération, qui était plus à gauche, et puis d'autres médias comme le Parisien et Figaro, qui étaient plus à droite. Alors là, c'est écrit très petit, mais je vais vous lire quand même certains dans ça. Ce sont les principes des normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. C'est la Bible, en fait, pour tous les journalistes. Et c'est la référence aussi, je dirais, pour à peu près tous les grands médias au Québec et au Canada, parce que ça se veut quelque chose qui a vraiment été réfléchi et qui a fait avancer un certain nombre de choses. L'exactitude, c'est nous recherchons la vérité sur toutes les questions d'intérêt public. Nous déployons les efforts nécessaires pour recueillir les faits, les comprendre et les expliquer clairement à notre auditoire. Les techniques de production que nous utilisons servent à présenter nos contenus d'une manière claire et accessible. Pour moi, l'exactitude, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont les faits. Et s'il y a quelque chose qui doit distinguer un journaliste de quelqu'un qui va diffuser ou propager des propos mensongers, c'est bel et bien l'exactitude. L'équité, on dit au cours de la collecte d'informations et dans nos reportages, nous traitons les personnes et les organismes avec ouverture et respect. Nous sommes conscients de leurs droits. Nous les traitons sans parti pris. Très bien, ça va jusque, je dirais, nous sommes conscients de leurs droits. Nous les traitons sans parti pris. Quand moi, j'ai développé l'émission Enquête à Radio-Canada, bien, il y a un parti pris. C'est le parti pris qu'on est contre la mafia. Alors donc, on ne peut pas juste dire ça comme si de rien n'était. Il faut être conscient que ça peut s'appliquer de façon différente selon les circonstances. C'est sur l'équilibre que j'ai un petit peu plus de difficultés maintenant. Et là, je vous dis ça en faisant ma propre autocritique, si on veut, parce que j'ai contribué à développer ces normes et pratiques journalistiques à l'époque où j'étais grand patron de l'information à Radio-Canada. Alors, l'équilibre, nous contribuons au débat sur les enjeux qui touchent le public canadien en présentant une diversité d'opinions. Notez bien, diversité d'opinions. Nos contenus d'information dans tous nos médias offrent un large éventail de sujets et de points de vue. Lorsque nous abordons des sujets controversés, nous nous assurons que les points de vue divergents sont exprimés de manière respectueuse. Nous tenons compte de leur pertinence dans le cadre du débat et de l'ampleur du courant qu'ils représentent. Nous nous assurons également de présenter ces points de vue dans un délai raisonnable. Je reviens à cette notion d'élasticité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la diversité des points de vue? On s'est rabattu beaucoup là-dessus comme patron à une certaine époque en disant « OK, il faut refléter la diversité des points de vue ». Quand M. Harper a pris le pouvoir, par exemple, on a lancé un appel à ce qu'il y ait vraiment une diversité d'opinions qui soit présente dans les reportages, que les journalistes ne prennent pas parti contre ou pour M. Harper, même si M. Harper faisait un certain nombre avait adopté des mesures qui étaient, par exemple, un peu moches à l'égard de tout ce qui s'appelait la culture. Mais ça, c'est autre chose. Puis maintenant, je peux le dire. À l'époque, je ne pouvais pas le dire. Alors, quand on parle d'élasticité des pôles d'équilibre, ce que ça signifie, c'est que plus il va y avoir de discours radicaux, jusqu'où est-ce que cet équilibre doit aller? Est-ce qu'on va, par exemple, nourrir de nouveaux points de vue un peu plus excentriques, en dehors des normes, sous prétexte qu'il faut justement refléter de façon équilibrée cette diversité de points de vue? Donc, on se trouve d'une certaine manière à se piéger soi-même, plus on ouvre la porte sur cette notion d'élasticité, si on veut, de cette diversité de points de vue. J'ai un petit exemple dont je vais vous parler parce que je le trouve intéressant. Bon, vous connaissez peut-être les photos, là, c'est Johnny Depp et puis Amber Heard, qui était son ex-conjointe. Il y a eu un procès largement médiatisé aux États-Unis. Et puis, on a pu voir, par exemple, que la notoriété de Johnny Depp puis l'opinion publique favorable à Johnny Depp semble avoir mis sur la défensive et entraîné la perte de son ex-conjointe Amber Heard. Vu de loin,
C'est ce qu'on voyait. Alors, comment en parler? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on doit placer toutes les opinions sur le même pied d'égalité? Alors, le Conseil de presse du Québec, je suis toujours très partisan du Conseil de presse depuis très longtemps, mais tout de même a rendu une décision qui m'a étonné tout récemment. Alors, on disait que le Conseil de presse retient à la majorité la plainte d'Yves Bellefeuille contre l'article « Amber Heard a diffamé Johnny Depp » et vice-versa, publié le 2 juin 2022, et blâme le journaliste Jean-Louis Bordelot et le Devoir pour manque d'équilibre. Intéressant parce que le Devoir, évidemment, comme il se doit, a publié cette décision-là. Mais si vous lisez un peu le résumé qui en est fait par un autre journaliste du Devoir, l'article « Amber Heard a diffamé Johnny Depp » et vice-versa, signé par le journaliste Jean-Louis Bordelot, relayait la réaction d'Amber Heard après sa condamnation pour diffamation. Le texte du Devoir, publié le 2 juin, citait également l'essayiste féministe Martine Delvaux, ainsi que la sociologue et spécialiste de la violence faite aux femmes, Stéphanie Pache. Les deux universitaires y ont émis des opinions qui se rapprochaient du point de vue d'Amber Heard, à savoir que Johnny Depp avait été privilégié durant le procès. Un plaignant avait saisi le conseil de presse à la suite de la parution de cet article car il jugeait que le traitement journalistique manquait d'équilibre. 4 des 6 membres du conseil de presse lui ont donné raison. Et à majorité, donc, le conseil de presse a retenu la plainte et a blâmé Jean-Louis Bordelot et le Devoir pour manque d'équilibre. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils fassent? Ils sont allés chercher juste le point de vue de Martine Delvaux et puis de quelqu'un d'autre, ce qui est très correct. On n'est pas obligé non plus de donner la parole à tout le monde à toutes les fois. Alors donc, moi, je trouvais comme inapproprié cette décision-là, mais ça, c'est autre chose. La science et la pseudo-science. J'ai bien aimé l'exposé de Yves ce matin, parce que je suis toujours un peu ce qui se dit. Et dans le domaine de l'information scientifique, du journalisme scientifique. Et il y a une décision qui a été rendue il y a quelques années, en 2015, par l'ombudsman de Radio-Canada à l'époque, qui était Pierre Tourangeau, parce que l'équipe des Années-Lumière avait décidé qu'ils ne donnaient pas la parole à des climato-sceptiques pour une raison bien simple, c'est qu'ils étaient une émission scientifique. Donc, si c'est quelqu'un qui ne s'appuie pas sur la science, on le bloque. Et c'est évidemment qu'il y a eu une plainte de par le fait même, qui a été le plaignant, c'est M. Marc-Alexandre Vallée, que je ne connais pas. Je n'ai même pas fait de recherche là-dessus. Peut-être que Yves, vous le connaissez plus que moi. Mais toujours est-il que lui s'est plaint de ça parce qu'on ne donnait pas la parole à l'autre pôle d'équilibre. C'est là ce fameux piège dont je parlais tantôt. À quel moment est-ce que les pôles d'équilibre doivent se distancer aussi loin l'un de l'autre de cette façon-là? À quel moment on accueille dans un côté un pôle d'équilibre qui est mensonger, qui va répandre des faussetés, qui va faire en sorte que tout à coup, on va remettre en question ce qui sont des vérités scientifiques. Voilà. La Terre est-elle ronde ou plate? Elle n'est pas plate. Comme quelqu'un, je lisais récemment, quelqu'un disait « l'eau, c'est mouillé ». C'est acquis, ça. Alors, on ne va pas refaire toutes les études, tous les éléments de recherche scientifique, mais je pense que lorsqu'il y a des dossiers qui sont clos, ce n'est pas à nous de les rouvrir. Lorsque, par exemple, on va dire que le réchauffement de la planète se mesure de façon scientifique, fournit donc une explication au changement climatique, bien, il faut le reconnaître. On ne va pas recommencer tout à coup tout ce débat-là sous prétexte qu'il y en a 2 ou 3 quelque part qui ont dit que ça n'avait pas d'allure, les changements climatiques, et puis que ça a toujours été comme ça. Il y a eu des bouleversements, des mouvements selon l'histoire de la Terre elle-même. Alors, est-ce qu'on doit nécessairement donner la parole à ce pôle plus excentrique, si on veut, qui veut remettre en question des vérités scientifiques sous prétexte d'équilibre? Tout ça, ça s'inscrit dans ce que j'appelle la liberté d'expression. Et je disais tantôt, laquelle liberté d'expression? Celle des climato-sceptiques, celle des complotistes, celle de ceux qui considèrent que la Terre est plate et puis qu'il faut tout recommencer, Galilée, dont on parlait plus tôt ce matin. Alors donc, je pense que c'est important qu'on ait à cet égard-là une réflexion, puis on doit exercer un jugement lorsqu'on exerce la profession de journaliste je dirais encore plus aujourd'hui que jamais. Il y a ceux et celles aussi qui nous invitent à revenir en arrière sur des acquis.
Moi, je ne suis plus capable, là, je vais vous donner mon état d'âme, qu'à chaque année, il y a toujours un sondage sur le rétablissement ou pas de la peine de mort au Canada. C'est réglé, cette affaire-là. Pourquoi est-ce qu'on veut reprendre des débats qu'on a fermés à un moment donné? À moins qu'il y ait quelque chose qui vienne complètement modifier, bouleverser les choses. Si demain matin, il y avait sans doute un attentat terroriste du même exemple qu'on a pu connaître avec la Hamas en Israël, bien, évidemment, là, on pourrait soulever cette question-là. Est-ce que ces gens-là méritent la peine de mort? Puis bon, ça serait pertinent, peut-être illégitime de soulever la question. Mais quand on fait ça de façon gratuite, moi, j'ai des problèmes avec ça. Le mariage gay, c'est acquis. Alors, est-ce qu'on veut remettre ça en question ici au Québec, ici au Canada? Il y a Jacques Attali qui écrivait sur X tout récemment. Il faisait référence à un texte qu'il a écrit qui s'appelle « La démocratie est en danger ». Moi, je pense que, honnêtement, dans ce monde dans lequel on est, il faut se préoccuper de l'état de notre démocratie. Là, c'est un ancien marxiste qui vous dit ça, là. La démocratie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est, jusqu'à nouvel ordre, ce qu'il y a de mieux. Il faut chérir nos institutions, il faut les protéger le plus possible. Et concrètement, nous sommes actuellement dans une situation où il y a non seulement un déséquilibre qui est en train de se créer, mais il y a aussi des organisations comme des États, comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran, qui se servent des réseaux sociaux pour aller miner la confiance des gens dans leurs institutions et miner aussi ce qu'on peut appeler la stabilité de nos institutions. Et donc, il ne faut pas être naïf à cet égard-là. Puis, j'ai des chiffres dont je pourrais vous parler à un moment donné sur, par exemple, le salaire qu'on verse à des Chinois pour développer une fausse nouvelle et ils sont payés sur chaque fausse nouvelle dans un des sites chinois. Il ne faut pas être naïf, comme je le disais, il faut comprendre que ça existe. Et donc, nous, quand on est dans ce débat sur la liberté d'expression, il faut être conscient de cet environnement-là. Alors, moi, c'est la raison pour laquelle l'avenir, pour moi, du journalisme, je vois beaucoup d'insistance qu'on doit mettre sur l'enquête, plus d'enquête. La validation des informations et la lutte à la désinformation, c'est, à mon point de vue, quelque chose qui est essentiel et fondamental. Puis les journalistes, pas tous, moi, je ne vais pas les défendre de façon unanime. J'en ai 2 ou 3 dont je peux vous parler en privé et qui m'inquiètent parfois. Mais je pense que les journalistes ont cette capacité parfois de bien vulgariser les informations et d'être en mesure d'expliquer, de mettre les choses en contexte. Je pense entre autres à l'autre ligne où je dis qu'il faut mettre les choses en contexte historique. C'est essentiel de pouvoir rappeler d'où on vient, où on s'en va à partir de toutes ces informations-là. Je pense aussi qu'il nous faut, en ce qui nous concerne, nous, comme Franco-Québécois, avoir plus de culture parce que, après tout, nous sommes tout de même les membres de cette folle aventure de la francophonie en Amérique du Nord. Et puis, au nom de tous ceux, de toutes celles qui nous ont précédés, ces gens-là méritent bien qu'on continue le travail pour favoriser davantage le rayonnement de notre culture en français. Et j'ajouterais aussi pour les Premières Nations et pour les Inuits, bien entendu, ça m'apparaît essentiel. Donc, plus de culture, plus de science. Et là, je vais peut-être faire plaisir à Yves. Moi, je ne vous connais pas, à l'heure actuelle, peut-être une personne ou deux, de journalistes spécialisés en intelligence artificielle au Québec. C'est inadmissible. Nous sommes un des centres les plus importants dans le monde en termes d'intelligence artificielle, l'Université de Montréal en particulier, à laquelle j'appartiens, est un des centres les plus importants avec Yoshua Bengio et son équipe. Par conséquent, je ne comprends pas comment se fait-il que des journalistes n'ont pas développé cette spécialité-là. Alors, faire aussi un exercice de vulgarisation, plus de profondeur, moins de superficialité. On n'est pas là juste pour faire du copier-coller. Il faut aussi apporter un peu plus de profondeur. Et je pense aussi que les journalistes ont malheureusement commis l'erreur de se croire indispensables dans le passé, alors qu'ils ne le sont plus. Alors, il va falloir qu'ils réactivent un peu ce rôle-là, puis réhabilitent ce rôle-là qu'ils peuvent jouer. Alors, dans les barbares numériques, moi, je disais que les Facebook et Twitter se sont autoproclamés responsables du bon goût et de la véracité des faits. Or, un État de droit ne peut déléguer une telle responsabilité à des entreprises numériques. Au nom de qui? Au nom de quoi? Ce ne sera qu'au nom du profit de l'expansion territoriale de l'entreprise. On assiste actuellement à un bras de fer, justement, entre 2 de ces géants et puis le gouvernement canadien. On verra
la suite des choses. On sait aussi que les géants du Web pourraient devoir 234 millions en redevances si la loi C-18 était mise en application, mais là, maintenant, c'est miné ce débat-là. Je vous rappelle que Google, qui veut aussi être de la fête de ce bras de fer, on peut voir 92,51 % des recherches sont faites à partir de ce moteur de recherche-là. Et Bing, un concurrent, 5,46. Alors moi, je lance un appel à une souveraineté culturelle et démocratique. Je ne fais pas de partisanerie là-dedans, mais je pense qu'il y a un genre de maître chez nous 2.0. Je pense que si j'avais, il y avait même un éditorial récemment, ça m'a fait sourire, dans Le Droit, écrit par Marie-Claude Dorty, qui parlait justement de cette notion-là de maître chez nous. Maître chez nous face aux géants numériques américains multimilliardaires, je pense on en est rendu là. Et il ne faut pas oublier TikTok, le réseau social qui est basé en Chine. Ça aussi, je pense que c'est la même chose. On a fait état beaucoup du fait que les géants numériques américains, ils ne posaient pas de problème, mais quand on a parlé de la Chine, quand on a parlé de la Russie, on s'est dit, ceux-là sont dangereux. Mais moi, je regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas un danger à l'horizon, mais ça, c'est un autre débat. On suivra ça à l'heure de la prochaine élection. Alors, bref, si j'avais à écrire mon livre à nouveau, ce ne serait pas les barbares numériques résister à l'invasion des GAFAM, ce serait les barbares numériques s'affranchir des géants numériques. Parce qu'on en est là, c'est une question de souveraineté culturelle, souveraineté numérique, souveraineté démocratique. Alors, c'est la raison pour laquelle je plaide aussi pour la création d'un réseau social public. Les réseaux sociaux sont devenus un service public qui est indispensable, mais c'est de propriété privée. Alors, peut-être qu'on pourrait développer une stratégie pour se dispenser de ces propriétaires-là, qui sont des milliardaires américains. C'est pour ça qu'avec d'autres collègues, on a commencé à réfléchir à la création d'un réseau social public indépendant du gouvernement, dirigé par une OBNL, OSBL, on ne sait plus comment ça s'appelle, ces choses-là, avec des règles de gouvernance transparentes, des algorithmes tout aussi transparents, des normes éthiques de haut niveau, etc. Alors, je vous laisse avec une citation du livre « Les ingénieurs du chaos ». Tous ensemble, ces ingénieurs du chaos sont en train de réinventer une propagande adaptée à l'ère des selfies et des réseaux sociaux, et ce faisant, ils transforment la nature même du jeu démocratique. Leur action est la traduction politique de Facebook et Google. Elle est naturellement populiste, car comme les réseaux sociaux, elle ne supporte aucun type d'intermédiation et place tout le monde sur un même plan avec un seul paramètre, les likes, et au bout des likes, c'est l'argent. Alors, liberté d'expression, médias, état de droit, démocratie, souveraineté culturelle, géant numérique américain, à suivre. Merci.